Le dîner avait commencé de façon banale, presque chaleureuse. Mon frère David et sa femme Émilie étaient venus rendre visite à mes parents, et nous étions tous installés autour de la table. Mais derrière les sourires forcés et les conversations de politesse, je sentais la tension grandir en moi. Depuis plusieurs jours, je gardais pour moi une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Et ce soir-là, j'avais décidé de tout révéler. Je me levai, le cœur battant, et fixai Emily droit dans les yeux. « Où sont les boucles d'oreilles de mon arrière-grand-mère » demandai-je d'une voix tranchante. Le silence tomba aussitôt dans la pièce. Émilie se raidit, David fronça les sourcils. Avant qu'elle ne puisse inventer une excuse, je sortis de ma poche une petite caméra de surveillance. Depuis quelque temps, je soupçonnais quelqu'un de fouiller ma chambre. Alors, j'y avais installé ce dispositif discret. J'allumai l'écran et lançai l'enregistrement. Les images ne laissaient aucune place au doute. Émilie pénétrait dans ma chambre, ouvrait mes tiroirs et emportait les boucles d'oreilles. Ma mère porta une main à sa bouche. Mon père détourna le regard. Mais David, lui, réagit aussitôt. « Elle l'a fait pour une bonne cause », déclara-t-il d'un ton sec. Je ne pus m'empêcher de rire, un rire amer. Une bonne cause? Quelle cause peut justifier un vol? Emily, rouge de colère mais aussi de honte, finit par lâcher. Je les ai mises au clou. Nous avions besoin d'argent pour le mariage. À cet instant, quelque chose se brisa en moi. Ces boucles d'oreilles n'avaient pas seulement de la valeur matérielle. Elles représentaient une partie de notre histoire familiale, un héritage transmis de génération en génération. Et Émilie avait osé les vendre pour financer ses fantasmes d'opulence. Espèce de voleuse! Hurlai-je. Papa, maman, appelez la police. Je vais porter plainte. La réaction fut immédiate. Émilie se leva brusquement, traversa la pièce et me gifla violemment. Avant même que je puisse réagir, elle m'attrapa les cheveux et commença à hurler. Je tentai de me libérer, mais elle saisit un verre et me le brisa sur la tête. Le sang se mit à couler le long de mon visage. Dans le chaos, j'aperçus ma mère, paniquée, décrochant le téléphone et appelant le 911. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivèrent. Devant mes blessures, ils comprirent aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une simple dispute familiale. Ils me demandèrent d'expliquer la situation. Tandis que je racontais les faits, Emily tenta de les interrompre, multipliant les mensonges. Mais son insistance ne fit que renforcer leurs soupçons. Je leur montrai alors les images de la caméra. Ce fut suffisant. Émilie fut arrêtée sous les yeux de toute la famille. Je ressentis un étrange mélange de douleur et de satisfaction. Voir cette femme, toujours avide d'attention et obsédée par les apparences, menottée devant tout le monde, me procurait un soulagement amer. Car Émilie était ce genre de personne qui voulait toujours briller, coûte que coûte. Elle se rêvait en héroïne de roman, une sorte de Daisy Buchanan moderne, flottant dans le luxe et l'extravagance. Mais contrairement à son modèle imaginaire, elle n'avait ni fortune ni élégance véritable. Elle n'avait que des dettes, accumulées au fil de ses caprices. David le savait, bien sûr. Mais il avait choisi de fermer les yeux. Depuis toujours, il se laissait séduire par des femmes superficielles, fascinantes en apparence mais creuses en réalité. Émilie n'était que la dernière d'une longue liste, et pourtant il l'avait demandée en mariage. Je savais pourquoi. Il avait peur d'être seul. Il pensait ne pas pouvoir trouver mieux. Alors, même en voyant ses défauts, il s'était persuadé que ce n'était pas si grave. Le soir même, fidèle à lui-même, David alla payer la caution pour faire sortir Emily de prison. Son obsession pour elle dépassait tout bon sens. Peu importait qu'elle m'ait volé, qu'elle m'ait frappé, qu'elle ait brisé l'un des symboles de notre famille. À ses yeux, Émilie était sa femme, et il devait la protéger à tout prix. Il vint me trouver peu après, furieux. « Tu exagères », me lança-t-il. « Tu dramatises tout. » Ces boucles d'oreilles ne valaient pas grand-chose. Émilie en avait besoin pour le mariage. Et puis, elle fait partie de la famille, elle a autant de droits que toi. Je crus devenir folle. Comment pouvait-il réduire ce vol à une simple question d'argent? Ce n'est pas une question de valeur. Lui répondis-je. C'est un héritage,
un souvenir de notre arrière-grand-mère. Et elle m'a agressé, David. Mais rien n'y fit. Il avait choisi son camp. Pour lui, j'étais coupable d'exagération, et Émilie n'avait commis qu'une erreur excusable. Très vite, il commença à raconter sa version à tout le monde. Il affirmait que j'étais jalouse, que je cherchais seulement à créer du drame, que j'avais peut-être même offert les boucles d'oreilles à Émilie comme cadeau de mariage. Peu à peu, certains membres de ma famille se mirent à douter de moi. Mes parents eux-mêmes, d'abord silencieux, commencèrent à céder à l'influence de David. Un soir, ma mère m'appela. Sa voix était fatiguée, hésitante. Elle tenta quelques banalités, puis en vint au fait. « Tu devrais t'excuser auprès d'Émilie, dit-elle. Si vous discutez toutes les deux, cela apaiserait les tensions. » J'eus l'impression de recevoir un nouveau coup. M'excuser? Après avoir été frappée, humiliée, dépouillée d'un héritage? Je compris alors que ma mère ne cherchait pas la vérité. Elle voulait sauver les apparences, protéger l'image de la famille, éviter les rumeurs. Je raccrochai. Le cœur serré, je constatai que ma famille se divisait. Une partie me soutenait, l'autre se rangeait du côté de David et d'Émilie. Mon monde s'effondrait. Après cette soirée chaotique et l'arrestation d'Émilie, je crus un instant que justice allait suivre son cours. Mais je n'avais pas encore mesuré jusqu'où David serait prêt à aller pour protéger sa femme. Dès le lendemain, il s'activa pour ternir ma réputation. Dans la famille, il se mit à raconter que j'étais une sœur jalouse et envieuse, incapable d'accepter son mariage. Selon lui, je faisais tout cela par vengeance. Les boucles d'oreilles? D'après son récit, je les lui avais offertes à Émilie, comme un cadeau, puis j'avais regretté mon geste et inventé toute cette histoire pour ruiner leur bonheur. Je commençais à entendre des échos étranges venant de cousins, de tantes éloignées, d'amis de la famille. Des murmures circulaient, peut-être qu'elle a exagéré. Peut-être qu'elle veut juste de l'argent. Peu à peu, certains qui me soutenaient se mirent à douter. Même mes parents, influencés par David, commencèrent à s'interroger. Un soir, ma mère m'appela à nouveau. Sa voix trahissait l'inquiétude, mais aussi une sorte de résignation. Elle me dit avoir parlé longuement avec David, et qu'il lui avait révélé la vérité. Selon lui, je dramatisais, je cherchais des histoires, et je devrais calmer le jeu. Elle conclut par cette phrase insupportable. « Tu devrais vraiment t'excuser auprès d'Émilie. » Je sentis ma poitrine se serrer. Comment pouvait-elle demander cela? Émilie m'avait volé un héritage précieux, m'avait frappé, blessé au visage avec un verre, et c'était moi qui devais présenter des excuses? Non. Jamais. À ce moment-là, je pris ma décision, je porterai plainte officiellement. Peu importait l'opinion de ma famille, je ne laisserai pas Émilie s'en sortir sans conséquence. Mais David ne tarda pas à réagir. Il commença à répandre une nouvelle rumeur, que je n'agissais que par intérêt, que je voulais de l'argent facile et que je jalousais leur couple. Selon lui, je n'avais jamais supporté qu'ils se marient avant moi, et j'avais inventé toute cette histoire pour saboter leur bonheur. Ces mensonges auraient pu sembler ridicules si David ne s'était pas donné autant de mal pour les rendre crédibles. Il alla jusqu'à soudoyer 2 cousins éloignés pour qu'ils témoignent contre moi. Mon avocat me prévint qu'ils affirmaient m'avoir entendu dire que les boucles d'oreilles n'avaient aucune importance et que je les avais données à Émilie, sans réfléchir. Quand j'appris cela, je restai bouche bée. Je n'arrivais pas à croire que mon propre frère pouvait descendre si bas, au point d'acheter de faux témoignages pour me détruire. Mais le pire était encore à venir. Un matin, mon avocat me convoqua pour me montrer un élément, troublant, déposé par la défense. Sur son bureau, il posa une pile de papiers, des captures d'écran de conversations WhatsApp entre Emily et moi. Sauf que je n'avais jamais écrit ces messages. En les lisant, j'eus la nausée. Les textes semblaient authentiques, ma photo de profil, mon style d'écriture imité à la perfection. On y lisait des phrases comme « Tu peux prendre les boucles d'oreilles quand tu veux » ou encore « Si tu les aimes, garde-les ». Une phrase me glaça « Considère-les comme ton cadeau de mariage ». Je restai pétrifié, incapable de comprendre comment David avait pu produire une telle falsification. Était-ce une application de fausse messagerie, un montage numérique sophistiqué? Peu importait.
L'essentiel était clair, il était prêt à tout pour me salir, quitte à manipuler la justice. Heureusement, mon avocat était perspicace. Il fit immédiatement examiner les documents par un expert en cybersécurité. Le verdict fut sans appel, les messages avaient été falsifiés. Les métadonnées, les polices, les décalages dans le formatage révélaient l'illusion. Pourtant, malgré cela, je ressentais un profond désarroi. Mon propre frère, celui avec qui j'avais partagé mon enfance, mes secrets, mes joies, se retournait contre moi avec une telle cruauté. Ce n'était plus seulement une dispute familiale. C'était une guerre, et il était prêt à me détruire. Au fil des semaines, les choses empirèrent. Des amis de la famille m'évitèrent, gênés. Des cousins me regardaient comme si j'étais coupable d'un crime inexpliqué. Je me sentais isolé, acculé. Sans mon avocat, je n'aurais peut-être pas tenu le coup. Puis vint le jour du procès. Dès mon entrée dans la salle d'audience, je sentis le poids de toutes ces semaines de calomnie. David était là, assis à côté d'Émilie, l'air confiant. Il avait l'air sûr de lui, persuadé que ses mensonges tiendraient face au juge. Mon avocat commença à présenter les preuves, la vidéo de surveillance montrant Émilie fouillant mes tiroirs, les documents attestant de la vente des boucles d'oreilles dans un prêteur sur gage. Les faits étaient clairs. Mais je savais que David avait préparé sa riposte. Lorsque les témoins de la défense furent appelés, la tension monta. Un cousin éloigné, payé par David, affirma que j'avais moi-même donné les boucles à Emily. Sa voix tremblait. Sous la pression du contre-interrogatoire, il finit par s'embrouiller. Mon avocat insista, et bientôt, la vérité jaillit. David lui avait donné de l'argent pour mentir. La salle se figea. Un murmure parcourut l'assistance. La crédibilité de David commença à vaciller. Mais il ne s'arrêta pas là. Un deuxième témoin prit la parole, un vieil ami de la famille. Lui aussi, au bout de quelques minutes, finit par craquer et avouer que David l'avait payé pour falsifier son témoignage. Chaque aveu était comme un coup de marteau. Le château de mensonges de David commençait à s'écrouler, pierre après pierre. Puis arriva le moment où mon avocat sortit les faux messages. L'expert en cybersécurité expliqua, preuve à l'appui, que ces captures étaient des fabrications numériques. Devant le juge, il détailla comment les métadonnées avaient été modifiées, comment les polices ne correspondaient pas, comment les heures étaient incohérentes. Le coup fut fatal. Le masque de David tomba. Son plan, minutieusement construit, venait de s'effondrer sous les yeux de tous. Lorsque l'expert confirma que les preuves présentées par David étaient falsifiées, un silence de plomb s'abattit sur la salle d'audience. Le juge fronça les sourcils, manifestement outré par l'audace de mon frère. En un instant, tout changea. Ce n'était plus seulement Émilie qui était jugée pour vol, mais David lui-même qui apparaissait comme un manipulateur prêt à corrompre le système judiciaire pour sauver les apparences. Le verdict ne se fit pas attendre. David fut arrêté sur le champ pour falsification de preuves et subornation de témoins. Le voir se lever, menotté devant nous tous, fut à la fois un choc et un soulagement. Toute sa mise en scène venait de s'écrouler. Son regard furieux croisa le mien, mais je ne ressentis plus de peur. Seulement de la tristesse. Mon frère avait choisi de me détruire plutôt que d'admettre que sa femme avait commis un crime. Émilie, désormais seule face à la justice, ne put plus compter sur ses mensonges. Les images de la caméra, les documents de vente des boucles d'oreilles et les témoignages retournés contre elle suffirent à sceller son sort. Elle fut reconnue coupable de vol et condamnée. Sa réputation, déjà fragile, s'effondra complètement. Celle qui aimait tant être admirée, célébrée, regardée comme une reine des fêtes, devint aux yeux de tous une voleuse et une manipulatrice. Mais le procès révéla plus que le simple vol. Mon avocat mit en lumière un secret que mes parents avaient hanté de cacher. Un petit héritage laissé par ma grand-mère m'était destiné, placé dans un fonds de confiance. Or, au lieu de me l'annoncer, mes parents l'avaient confié à David, sous prétexte qu'il était plus responsable. En réalité, il en avait utilisé une partie pour ses propres dépenses, tout en dissimulant le reste. Lorsque j'appris cela, je ressentis une douleur sourde, plus forte encore que le vol des boucles d'oreilles. Ce n'était plus seulement Émilie ou David qui m'avaient trahi, mais aussi mes propres parents, ceux qui auraient dû veiller à l'équité entre leurs enfants.
Je compris que depuis longtemps déjà, j'avais été mise de côté, reléguée dans l'ombre du « fils prodige ». Le juge ordonna que le reste du fonds me soit restitué. C'était une victoire légale, certes, mais au goût amer. En sortant du tribunal, je vis ma mère. Son visage était bouleversé, ses traits marqués par la douleur. Elle avait longtemps cru pouvoir tout arranger, maintenir l'unité de la famille malgré les mensonges et les violences. Mais à cet instant, elle semblait brisée. Ses yeux rougis cherchaient les miens, comme pour implorer mon pardon. Pourtant, je n'avais plus la force de jouer ce rôle. Je n'étais pas responsable de leur aveuglement. Pendant des semaines après le procès, j'errais dans un état étrange, partagé entre soulagement et chagrin. David, désormais incarcéré, allait devoir faire face aux conséquences de ses actes. Émilie, discréditée, avait perdu toute crédibilité. Mais qu'en était-il de moi? J'avais gagné la bataille, oui. Pourtant, mon cœur demeurait lourd. Je n'avais plus confiance en ma famille. Alors je décidai de tout couper, ne serait-ce que pour un temps. Je pris l'argent de l'héritage et réservai un voyage loin, très loin. J'avais besoin de respirer, de mettre un océan entre moi et tout ce chaos. Les îles Caïmans me semblaient être l'endroit idéal. Dès mon arrivée là-bas, ce fut comme une renaissance. L'air marin, le sable chaud, l'immensité turquoise de l'océan. Tout cela contrastait avec l'étouffement que j'avais ressenti pendant des mois. Je nageais, je lis, je marchais au soleil. Pour la première fois depuis longtemps, je vécus pour moi-même. Je me surpris à sourire, un vrai sourire, pas celui que je forçais pour donner le change. Chaque vague qui venait s'échouer sur la plage semblait emporter avec elle un fragment de la douleur, de la rancune, des disputes. Mais au fond de moi, je savais que rien ne redeviendrait comme avant. Mon frère resterait en prison pour ses crimes. Émilie, ruinée dans sa réputation, ne serait plus jamais acceptée comme avant. Quant à mes parents, ils tentaient de se rapprocher, d'effacer leurs erreurs passées. Mais leur soutien manqué, leurs mensonges, leur préférence pour David, tout cela avait laissé une cicatrice profonde. Aujourd'hui encore, je reste partagée. Une partie de moi regrette que ma famille ait implosé de cette façon. Mais une autre partie sait que je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui ai volé, menti, falsifié, ni trahi la confiance de mes proches. J'ai simplement refusé de me laisser écraser. Je suis rentrée des Caraïbes avec un cœur plus apaisé, mais aussi plus lucide. Désormais, je sais que ma paix ne dépend pas des apparences, ni de l'approbation de ceux qui auraient dû m'aimer sans condition. Ma paix vient de ma capacité à dire non, à me défendre, à tracer mes propres limites. Et si un jour ma famille retrouve un équilibre, ce ne sera plus jamais au prix de ma dignité.